Bonjour et bienvenue dans ce Mimi numéro 23, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Antoine, salut tout le monde. Alors Jérôme, allez, on en parle de suite parce que ta chaîne continue à monter, hein, la chaîne russe. Et puis ce week-end, tu nous fais le plaisir d'inviter Michel Rousseau. On en avait parlé il y a pas très longtemps, justement de son film Vortex, que tu as vu du coup et que tu as apprécié. Et il fallait que tu invites Michel pour en parler. Bah oui, on a fait une vidéo sympa avec Michel, donc elle va être en ligne ce week-end. Et bah oui, parce que Vortex, hein, ça parle de la matrice, hein, entre guillemets, donc je ne pouvais pas faire l'impasse sur l'invitation de Michel. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'était même plus qu'entre guillemets, hein, c'est Ah là, bah là, on est on vraiment est dedans, on est dedans. on est dans le sujet, voilà. Et en autre info aussi, eh bien vous savez qu'on a ouvert une chaîne parallèle sur Odyssée, donc n'hésitez pas à vous y abonner, hein, qu'on puisse avoir le même nombre d'abonnés sur Odyssée, sur YouTube, ce serait cool. Surtout qu'il y a sûrement des émissions qu'on ne pourra pas mettre ici, qu'on mettra là-bas, donc si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous sur Odyssée. Et puis allez, on fait de l'autopromo. N'hésitez pas aussi à nous mettre un petit pouce bleu vers le haut, parce que c'est ce que je vous ai dit il y a 2 semaines. Plus vous êtes nombreux à mettre des pouces bleus, c'est bizarre, l'algorithme de YouTube nous fait monter dans les vues, et plus il y a de personnes qui regardent cette émission. Et plus nous, on est contents. Je crois que ça y est, on a dépassé, il y a une émission qui a dépassé 5000 vues, donc on est super contents. Ouais. Bientôt 6000. C'était notre objectif, là, 5000, ça y est, on l'a dépassé, donc 6000, allez, on y va. Allez. Allez, on commence bien sans plus tarder notre émission avec 4 nouveaux sujets ce soir. Le premier, c'est un petit sujet que j'aime bien suivre, qui me tient à cœur. Tu te rappelles de ce petit rover Yutu 2 qui explore la face cachée de la Lune? Oui, le chinois, le rover chinois, c'est ça? Le rover chinois, c'est ça. Et donc, il avait découvert une fameuse structure de loin qui ressemblait à une espèce de cabane. Et puis, on avait dit, bon, mais tu vas voir que quand il va se rapprocher, ça sera un bout de caillou, parce que de toute manière, ils vont cacher ce qu'il y a. Et effectivement, quand ils se sont rapprochés, c'est un bout de caillou qui ressemblait pas du tout à la cabane de loin, mais bon, Non, mais c'est pas grave. il y avait un lapin blanc, C'est ça. Il y avait un lapin dedans, oui, c'est vrai. Il y avait le lapin de Jade. le fameux lapin de Jade, le clin d'œil de la matrice. Eh bien, écoute, Rover a encore découvert 2 nouvelles structures. C'est assez incroyable, je vous montre. Donc c'est le site Numérama qui nous en parle. Le rover Yutu 2 a vu des globules translucides sur la Lune. C'est un article du 23 février 2022. Et là, effectivement, on dirait limite des perles. Oui, complètement, des billes. Ouais, des billes, des perles. Alors je sais pas si il y a des cultures d'huîtres du côté caché de la Lune, mais voilà, c'est quand même des sphères assez étranges. Alors ce que précise l'article, c'est que bon, le rover est passé à côté, les a filmés, mais finalement il s'est pas arrêté pour les étudier de plus près. Alors là où j'étais un peu moins ravi, parce qu'au début je pensais que c'était des sphères, tu vois, truc de malade. Bah non, regarde, ça faisait tout petit, ça fait même pas 2 cm. C'est vraiment la taille d'une bille, quoi. C'est ça. C'est les sélénites qui jouent aux billes, et il y en a un, il a percé son sac, il a perdu ses billes. Alors c'est quand même, honnêtement, ça reste vraiment parfaitement rond, parfaitement sphérique, et transparent et translucide. Alors, scientifiquement, ça s'appelle des sphérules. Il en existerait sur la face visible de la Lune, même sur Terre. Ça pourrait être tout simplement un phénomène physique d'échauffement de silicates qui serait donc soumis à une grande température suite à un bombardement tu vois, sur le sol lunaire, qui formerait des objets en verre. Mais ça forme très rarement de petites sphérules, et puis les sphérules que l'on connaît, qu'on a recensées jusqu'à aujourd'hui, c'était la taille de 15 à 25 mm, tu vois, c'est vraiment super petit. Là, on est sur la taille haute de ces
de ces billes de verre. Donc elles mesurent jusqu'à 40 mm, ces billes de verre sur la face cachée de la Lune. Et voilà, ça interpelle pas la communauté scientifique. Donc c'est... alors, là, pour le coup, on va dire c'est peut-être naturel. Oui, mais ça aurait valu le coup quand même d'aller étudier de près. Moi, ça me rappelle, tu sais, la fameuse pétale qu'on avait retrouvée, enfin que le rover sur Mars avait capturé sur une photo et justement, il avait fait toute une manœuvre pour aller écraser la pétale et repartir. On n'était même pas occupé, quoi. Ouais, non, je connaissais pas cet épisode-là. Ah, Ouais, voilà. c'était parce qu'il y a plein de gens enfin, quand on avait eu sur Terre les retransmissions des images, et la NASA avait partagé les images et ils avaient dit mais c'est quoi ce truc là? On dirait ça ressemblait un petit peu à une Edelweiss, enfin une petite fleur, je sais pas, quelque chose de. Et du coup, bon, la NASA a dit non, vous inquiétez pas les gars, ça doit être un fragment du ballon, tu sais, qui se gonfle automatiquement avant qu'il y ait l'impact du rover. Donc, non. Et puis, il avait fait une petite manœuvre pour aller bien l'écrabouiller, l'enfouir, et il était reparti. Bah, comme par hasard. Par hasard. Voilà. Bah tiens, en parlant de Mars, du coup, ça me fait penser à un article de Peter Knight qu'on avait publié dans Génération Cité d'Or. Celui-ci, c'est le numéro 3. Et justement, tu vois, il nous parle de sphères aussi très bizarroïdes, là, que je montre à l'écran, celle-ci, là, qui se retrouverait de façon tout à fait naturelle sur Mars, sans aucune explication. Alors cette anomalie-là, elle a été filmée sur la zone d'Acidalia planitia, le 19 mai 2000. Voilà, a été photographiée, pardon, sur cette zone-là. Et ça ressemble très étrangement à des structures qu'on retrouve sur les stations polaires sur Terre, pour le coup, des structures créées par les hommes pour pouvoir survivre en milieu hostile. Voilà, ça nous interpellait dans cet article. Peter Knight en a profité pour nous dévoiler un certain nombre de sujets. Mais tu vois, ces histoires de sphères, on en retrouve. On n'est pas à l'abri de retrouver d'autres choses sur cette face cachée de la Lune. Et voilà, je continue à suivre les rebondissements de ce petit rover ça fait 1000 jours qu'il a été envoyé et il tient. Il est toujours pas mort. Il se balade tranquille, voilà. Donc on verra la suite. En même temps, pour jouer au billes sur la Lune, Antoine, il y a plein de trop de cratères, donc c'est pratique. Ouais, c'est bien. Pour les viser, les trous de cratères. Ok. Bon, bah écoute, on va passer à ton sujet. Un sujet beaucoup plus mystérieux. Oui. C'est arrivé le 7 février au Mexique. J'ai vu la vidéo passer sur le net. Et alors en fait, c'est une vidéo assez impressionnante. Ça montre en fait toute une nuée. Alors, ce sont des oiseaux, ce sont des carouges à tête jaune qui s'effondrent dans la rue, dans une rue, et ça a été filmé par une caméra de surveillance. Alors regardez, voilà, vous avez toute cette nuée d'oiseaux qui vient s'effondrer au sol, et toute une partie qui repart. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Malheureusement, il y en a vraiment un grand paquet qui sont retrouvés ensuite morts dans cette rue. Donc, il s'agit donc, comme je vous disais, de carouges à tête jaune qui étaient en train de migrer au-dessus du Mexique. Et bon, c'est un phénomène malheureusement assez courant. On a vraiment tous entendu, je pense, parler un jour d'oiseaux retrouvés morts en grande quantité à un endroit bien précis. Mais là, c'est la première fois que c'est vraiment filmé. Et alors, là, on voit les commentaires de la vidéo. Ça pourrait être lié à un nuage toxique, à une surcharge électrique. Voilà, ils ont essayé de trouver une raison à ce phénomène. Hein. Donc voilà, comme tu dis, il y aurait un vétérinaire qui se serait exprimé en disant que ça pouvait venir peut-être d'effet d'une pollution. Voilà, comment toute la nuée d'oiseaux serait passée dans un nuage toxique venant de je ne sais où, et puis ils se seraient tous effondrés. Bon, je pense que cette hypothèse, on peut la mettre de côté parce que. Oui, surtout qu'ils ont quand même, comme tous les animaux, ils ont une espèce de sixième sens. Ils vont pas aller se jeter tête baissée dans un nuage toxique.
ils vont de suite les éviter. Non, ils ont été, à mon avis, fauchés en plein vol. Et je sais pas, dès que je vois ce genre d'image, ça me fait penser au système HARP. Complètement. Bah oui, complètement, Antoine. Parce que, en fait, il y a eu le même phénomène qui s'est produit 3 jours après au Pays de Galles, le 10 février. Donc ils ont retrouvé également le corps des oiseaux qui jonchaient les rues de, alors excusez-moi pour l'expression, Pembrokeshire. Voilà. Donc ils tombaient du ciel, c'était comme s'ils étaient morts avant de toucher le sol, a raconté un témoin. Donc, comme tu dis, on a l'impression qu'ils sont vraiment touchés en plein vol. Alors là, C'est pareil, ça. ils ont essayé d'émettre une hypothèse comme quoi, comme il faisait vraiment très froid à ce moment-là, peut-être ils sont passés dans un endroit très froid dans le ciel, sont gelés, sont morts. Bon, comme tu dis, les oiseaux, ils ont Non. quand même un sixième sens. Hein, j'y Ouais, crois pas ouais. trop non plus. Non plus. Alors HARP, du coup, c'est quoi, Jérôme? Bien sûr, on a préparé une belle page sur le sujet. C'est un champ d'antenne C'est ça, un champ qui, d'antenne, qui émet des micro-ondes. des micro-ondes, voilà, des micro-ondes jusqu'à la ionosphère pour en fait réchauffer les électrons de la ionosphère pour justement voir ce qui se passe par rapport à ces perturbations. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est les expériences et ils font des trucs, ils savent pas trop. On va voir ce que ça fait. Moi, je pense que en fait, ça c'est une couverture. Le système HARP, bon, il y a beaucoup de personnes qui le disent. Apparemment, ça serait un moyen de contrôler le climat quelque part. Bah, oui, alors c'est même, je crois même le but avoué, hein, de HARP, hein, c'est de justement pouvoir euh, oui, éviter les zones de sécheresse là où il y a la sécheresse, et puis éviter les cataclysmes liés aux inondations, là où il y aurait des versements, des déluges d'eau. Alors HARP, c'est comment dire, l'acronyme de High Frequency Active Auroral Research Program. Voilà. Et donc l'idée, c'est que ça envoie effectivement ces micro-ondes dans la ionosphère qui viennent rebondir et essayer de réguler le climat. Mais ça, c'est effectivement la thèse officielle. Et en thèse officieuse, bah, ça pourrait être tout simplement une arme non seulement de dérèglement climatique, mais une arme sismique aussi. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées par rapport à ce système. Ça peut aussi servir à créer des tremblements de terre. Apparemment, hein, bon, là, ce sont des spéculations de personnes qui se sont vraiment penchées sur ce sujet. Mm. Et voire même la fameuse tempête qu'on a eue en Europe, c'était quand, fin des années 90, en 97 je crois, qui 99, 99, ouais, 99, qui faisait suite à une espèce de désaccord majeur qu'il y avait eu entre les Européens et les Américains. Alors là, vraiment, je vous fais ça de mémoire, je ne sais plus quel était le sujet exactement. Et de mauvaises langues, on va dire, hein, auraient supputé que les Américains auraient fait leur test de HARP sur l'Europe, provoquant la tempête du siècle, voilà, sur nos pauvres têtes. mhm. Alors, est-ce que c'est un, un mythe, une légende urbaine, ou est-ce que c'est tout à fait vrai et que ça a calmé tout le monde après? Enfin voilà, pour en revenir à nos petits oiseaux, hein, bon, t'imagines bien que des systèmes comme ça, si ça, Mais là, clairement, oui, c'est ça. S'ils sont pris dans un faisceau de micro-ondes, voilà, peut-être que ça crée comme des autoroutes dans la ionosphère, enfin même à très basse altitude peut-être, hein, par répercussion, et puis bah, les oiseaux sont touchés par ces fréquences, et là, voilà, ah oui, bah, ça rebondit comme les ondes de CB, hein, tout c'est simplement. ça. Alors, des systèmes HARP, il y en a plusieurs, hein, et l'article est bien là-dessus, et il parle d'un système russe. J'en avais pas entendu parler. C'est marrant, c'est le projet Sura, qui existe visiblement depuis un certain nombre d'années, fin des années 70, mis en service en 1981, qui serait à peu près identique au système HARP par rapport aux expérimentations de ces ondes en fait. Je sais pas, t'en avais entendu parler de Sura? Non, pas du tout. Et bah, c'est pas de mauvais augure parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, ils vont se faire la guerre à coup de tempête maintenant. Ils vont s'envoyer des cyclones.
des ouragans. Tiens, je t'envoie un Ah, ouragan. écoute. C'est ça. Après les guerres bactériologiques, Les guerres climatiques. les guerres climatiques. Ouais. Enfin. Donc voilà, voilà. Pour le coup, c'était, je crois, vraiment l'une des premières fois où on pouvait voir comme ça. Ces écrasements d'oiseaux, là, d'un seul coup, cette nuée, c'est vraiment impressionnant, quoi. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, dans The Economist, je crois que c'était 2018 ou 19, là, The Economist, la pochette avec Léonard de Vinci, 2019. 2019. Ouais. Il y a, il y a une des parties de la pochette qu'on avait un petit peu zappé, parce qu'on n'avait pas le temps de tout explorer, et qui concernait ce que beaucoup d'experts ont interprété comme ça, le mouvement, la reconnaissance faciale qu'elle allait prendre une ampleur incroyable dans le futur, où on voit effectivement un visage, je crois que c'est le visage de Poutine d'ailleurs, par rapport à la reconnaissance faciale. Eh bien, écoute, effectivement, cette reconnaissance faciale, elle prend une ampleur, mais comme elle ne l'a jamais prise, ça devient terrifiant. Et le chantre de cette reconnaissance faciale, c'est la firme américaine Clearview AI qui a collecté près de 100 milliards de photos de visages dans sa base de données, ce qui correspond, si on est à peu près 8 milliards, 10 à 12 photos de chaque personne. Alors, sûrement que tout le monde n'y est pas, hein, les enfants ne doivent pas encore y être, en tout cas ceux qui ne sont pas exposés sur Internet. Et l'objectif de cette société, c'est de pouvoir utiliser ensuite ces outils de reconnaissance faciale pour pouvoir aider on va dire les polices du monde entier à pouvoir résoudre des enquêtes. Ouais, comme toujours, Antoine, c'est toujours aussi ce qui est mis en avant, le côté pratique, utile au départ de cette nouveauté. Voilà. C'est exactement ça, voilà, ça va permettre de sécuriser, c'est toujours la sécurité en avant, hein, de sécuriser à tous les niveaux, bon, au niveau forcément de la police, mais là tu vois, il parle de patron confiant, bah oui, t'embauches quelqu'un, tu sais pas si c'est pas un tueur en série dans un autre pays. Donc tu te connectes sur leur base, avant d'embaucher, hop, tu scannes la photo d'identité du CV, et puis tu t'aperçois que le mec il a fait 10 ans de tôle, quoi. Bon, voilà. Et donc cette société, on voit qu'elle fait des émules, là ça s'appelle Odin, ou Odin Intelligence. Toujours pareil, c'est une société qui part d'un bon sentiment, c'est pour aider les sans-abri à être mieux pris en charge, à trouver plus facilement un hébergement sur les périodes un petit peu difficiles, etc. Et donc, grâce à ce système, ça permet de reconnaître plus facilement un sans-abri et de voir s'il est dans la base, pouvoir l'orienter, etc. etc. Bon, sauf que ça donne aussi tous ses antécédents, ça donne aussi si il a eu un casier, si il a eu des problèmes. Voilà, on part toujours d'un système. Oui, alors comment est-ce qu'ils l'appellent à la fin de l'article? Ils appellent ça, la brochure Odin appelle ça une solution authentique, empathique. Oui, c'est ça. Et quelque part, c'est un fichage un petit peu non consenti, quoi. Ah ben, clairement, c'est tout à fait un fichage non consenti. Tiens, une autre firme qui, elle, utilise du coup la base de données de Clearview, c'est pour... ils ont créé des lunettes à reconnaissance faciale, avec... je pense que c'est carrément comme dans les films de science-fiction, hein, c'est-à-dire que hop, tu scannes la personne, ça te met le nom sur la lunette, tous ses antécédents, etc. Bon, là, c'est pour sécuriser les entrées des aéroports. Allez. On va dire que là encore, pourquoi pas, ça se Le comprend. côté sécurité, pratique, rassurant, etc. Ouais. C'est ça. Bon alors, est-ce qu'on peut lutter contre ces reconnaissances faciales?
Oui, on pourrait en se maquillant, hein, si on se met une Hein? grosse moustache, puis des grosses lunettes, et puis Monsieur Patate, tu sais, on change de nez, on change de. Alors la grosse moustache, la grosse lunette, ça, non, ça fait rien. Ça fait strictement rien parce que les systèmes d'algorithmes arrivent à reconstituer. En réalité, ils reconstituent par rapport aux traits du visage, mais aussi par rapport à la chaleur émise par certaines parties du visage. Tu vois, il y a plusieurs technologies. Mais effectivement, quand même, malgré tout, avec du make-up, du maquillage, avec des traits, tu vois là, sur la jeune fille, qui seraient positionnés à certains points clés du visage, on pourrait détourner, tromper le système d'intelligence artificielle qui arriverait plus à reconnaître. Bon, alors après, il faut sortir grimé un peu à la Kiss comme ça dehors. C'est un peu repère dehors quand même. Hein. C'est ça. Voilà, tu te ferais un peu repérer. Mais ça permet de tromper l'intelligence artificielle qui, dans les tests qui ont été faits, ils se plantent à 98% si les lignes sont bien positionnées là où il faut. Mais du coup, il faut que ça soit une autre intelligence artificielle qui détermine. Tu vois, on s'en sort pas, quoi. C'est ça. Alors, il y a une autre. J'ai vu aussi une autre astuce qui est assez rigolote. C'est de détourner l'intelligence, le regard de l'intelligence artificielle. Alors, par exemple, en portant un chapeau avec un visage qui soit bien reconnaissable. Mhm. Et puis, toi, tu es un peu grimé. Et là, du coup, il va focaliser sur le visage qui est sur le chapeau. Et il va t'oublier à toi. Ouais, pas mal. Ça peut fonctionner aussi. Mais bon, voilà, le truc, c'est que clairement, toi et moi, on est fichés. Ah bah, nous, À ils 25 nous ont images eu par sous. seconde, Ah, là, là, voilà, sur tous les angles. C'est grillé. Nous, on est- Là, c'est grillé. Ouais, voire même, je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si tu l'avais vu, cette série Black Mirror sur Netflix, où il y a un épisode comme ça, où la dame, elle reçoit une espèce de mannequin chez elle, et puis finalement il s'avère être une personne vivante, et il s'avère que c'est son mari, parce qu'elle a fait appel à une société qui a repris toutes les photos de son mari qui est décédé et qui était sur internet, et puis grâce à une intelligence artificielle, a reconstitué l'enveloppe de son mari, voire même a reconstitué un certain nombre de sentiments, parce que quand tu racontes toute ta vie sur Facebook, au bout d'un moment on arrive à déterminer qui tu es. Et donc, il permettait comme ça aux défunts de revenir et d'avoir une vie. Voilà. Bon. Après, c'est du Black Mirror. Si vous n'avez pas vu, je vous spoil pas la fin, mais ça se termine pas bien. C'est forcément. Ah, c'est vrai que c'est vrai quand même qu'Antoine, c'est assez inquiétant tout ça. Parce que moi, ça me rappelle des films comme Terminator, par exemple, hein, où il y a voilà l'intelligence artificielle comment par-dessus un squelette robotique arrive à refaire un visage parfait avec les pores de la peau, etc. On croit vraiment que c'est un homme, quoi. Et Et je crois que dans cette émission, on va le citer vraiment très souvent, Terminator, parce qu'on on était Ouais, traumatisés quand on était. c'est surtout qu'on y va en plein, quoi. Ah, c'est ça. Et même À Matrix. chaque fois qu'on trouve une insolite, voilà, c'est entre Matrix et Terminator. Matrix, tiens, parlons-en Matrix. Hein, les fameux on va dire, cocons. Voilà, dans lequel se réveille Neo lorsqu'il sort de la matrice. C'est ça, et dans lesquels sont élevées l'humanité. Exactement. Eh on met tu le pied vois, dedans. on y va à grands pas parce que ce sont des chercheurs chinois qui sont dessus, ils sont en train de développer des utérus artificiels humains, autonomes, surveillés par une IA. Voilà, toujours l'IA. Donc c'est là où moi je dis que c'est inquiétant parce que si on donne toutes ces connaissances à une IA qui arrive à devenir un énorme cerveau, elle va savoir tout sur tout et voilà pouvoir tout faire comme dans les films de science-fiction, quoi. Et justement, là, ils commencent à aller très loin les Chinois là-dessus. Parce qu'en fait, bon, afin d'optimiser le système, ce système, bien sûr, pour l'instant, on n'est pas encore au stade humain. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de travailler dessus avec des souris actuellement. Donc en fait, ils ont réussi à mettre au point une machine
qui va gérer justement la gestation dans son complet aboutissement. C'est-à-dire que cette IA va gérer l'utérus artificiel, hein, donc ils appellent ça l'appareil de culture d'embryon à long terme. Donc ce système contenant des fluides nutritifs dans lesquels sont placés des embryons de souris actuellement. Et l'IA gère vraiment le flux de dioxyde de carbone, d'éléments nutritifs, et aussi elle intervient sur certains facteurs environnementaux. Et donc, l'appareil utilise 3 modules optiques à contraste de phase pour surveiller le développement des embryons, et sans les manipuler, et ainsi optimiser le fonctionnement du système. Donc, la nounou artificielle peut également classifier les embryons selon leur état de santé et leur potentiel pour leur développement futur, détecter des anomalies et signaler tout problème majeur à un technicien. C'est-à-dire que si on se rend compte que l'embryon il est pas viable, comme dans Matrix, on ouvre la poubelle et tout part. Voilà. Ouais, et là encore, on imagine effectivement de faire se développer des embryons dans des cocons, mais après, pourquoi finalement s'embêter à avoir des embryons donnés par des femmes, des hommes différents? Autant faire des clones, et puis on va arriver à cette fois-ci Star Wars, la guerre des clones, c'est ça. À créer des clones qu'on mettra dans des cocons, et puis de toute manière, comme on a besoin de quoi finalement de main-d'œuvre, d'ouvriers, voire d'esclaves. Voilà, on les fera naître, vivre dans ces cocons, et puis on deviendra une humanité complètement servile. Ouais, c'est ça, mais bon, comme toujours, ça pose des gros problèmes éthiques, cette histoire, parce que déjà, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer le fait qu'il n'y ait pas de lien avec la mère? Puisque une mère qui va porter son enfant en son sein, elle va déjà l'aimer avant même qu'il naisse. Là, c'est vraiment, comme tu dis, ça va être des clones, quoi. Je vois mal la mise, la venue au monde d'un bébé naissant dans une espèce de capsule. Je sais pas ce que ça peut donner. Et puis au niveau, moi c'est ce que j'expose aussi dans Russe sur ma chaîne. L'histoire de l'incorporation de l'âme, elle se fait quand avec des embryons comme ça? C'est toute une question. Bah oui. Mais je te dis, des êtres sans âme, c'est peut-être encore mieux parce que plus servile. Ça devient vraiment des robots, quoi. Des robots biologiques. Des robots. Des robots biologiques. C'est peut-être l'objectif. Et comme toujours, c'est toujours le côté pratique, parce que les Chinois, pourquoi ils se sont penchés là-dessus, c'est parce qu'ils ils font face depuis quelque temps à une grosse chute du taux de natalité. Donc en fait, la Chine elle a autorisé les couples à avoir 2 enfants depuis 2016, parce que depuis des décennies, le couple ne devait avoir qu'un enfant, parce que surpopulation. Mais là, c'est l'inverse. On arrive au papy boom, comme on dit. Et du coup, là, ils ont même autorisé les couples chinois peuvent avoir 3 enfants depuis 2021. Bon, ouais. Apparemment, ça semble pas suffire, parce que je crois qu'ils sont arrivés à un seuil de 7,52 naissances pour 1000 personnes en 2021. Et c'est un chiffre qui est historiquement bas, et puis qui pose le problème du vieillissement de la population. 7 enfants pour 1000 personnes? Pour 1000 personnes, oui. En 2021. Sûr, ça fait vraiment... c'est les chiffres que j'ai eus sur l'article, donc bon. Ah oui, parce que là, pour eux, c'est la disparition, quoi. Exactement, ah oui. Puis bon, la Chine c'est complètement différent de chez nous, au niveau travail. Ils sont déjà que nous, nos enfants aujourd'hui réfléchissent à 2 fois avant de se dire moi plus tard j'aurai des enfants. Alors dans un pays comme ça où voilà, les jeunes d'IA qui ont notre âge, on va dire, on est encore jeunes, peut-être qu'ils n'ont jamais procréé, ils se sont dit non, on fait pas d'enfants, à fond de boulot, machin, et puis voilà. C'est ça. Et puis à quoi bon quel avenir offrir à... Aussi, exactement. Ah. Ben voilà, on va avoir encore cassé le moral à tout le monde. J'aime bien casser le moral. Bon, nous on en a fait des enfants, donc c'est bon. C'est ça, moi j'ai fait mon boulot. T'as fait ton boulot. Comme disait Coluche, j'en ai pas fait 2,3, j'ai pas trouvé la virgule. Bon, écoute, tiens, c'est sur ces belles paroles de Coluche qu'on va se quitter. Je pense qu'on a fait le tour pour cette nouvelle semaine
de news insolites. N'hésitez pas à nous écrire hein, si vous aussi vous voulez nous en partager. On a une adresse, c'est le journaldbn@gmail.com. Et puis aussi, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire un petit tour sur le site générationcitédor.com parce que actuellement, eh bien, nous avons le numéro 8 spécial Atlantide qui est en vente sur le site et uniquement sur le site. Et si vous n'avez pas vu notre petite vidéo de présentation avec Pascal Cazotte de ce magazine, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un numéro qui restera dans les annales. Voilà Jérôme, eh bien écoute, à très bientôt. J'ai très hâte de voir Michel Rousseau sur ta chaîne Horus. Oui, et d'ailleurs, si ce soir vous ne savez pas quoi faire après minuit, moi je vous invite à aller voir l'interview de Michel sur Horus, parce qu'en plus, en lien sous la vidéo, vous allez avoir un accès à Vimeo avec une remise de 30% pour pouvoir visionner Vortex. Voilà. Ok, eh ben écoute, moi Vortex, j'ai réussi à le commander en DVD sur Amazon US. Voilà, mais voilà, c'est vraiment un film à voir, indispensable, et je vous le conseille vivement. En tout cas, dès qu'on raccroche, je vais voir ton interview avec Michel. Bon visionnage. Ciao tout le monde. Salut.